tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare dédié à un sacré film aujourd'hui. Parce qu'en effet, nous allons parler de gore, d'amour, de mort, de sexe, de cadavres, d'exploitation animale, bref, évidemment, on va parler de Nécromantique. Nécromantique est un des monuments du cinéma gore allemand réalisé par Jörg Buttgereit en 1987. C'est son premier long métrage après une multitude de courts métrages et quel film! Nécromantique nous parle de la vie de Robert, qui travaille comme ramasseur de cadavres sur des lieux d'accidents mortels. Sauf qu'au lieu de jeter les cadavres comme le font ses collègues, Robert ramène les macabées chez lui, dans son appartement rempli de bocaux d'organes et autres membres découpés, et ça donne à des actes sexuels avec sa compagne et les corps qu'il ramène. Sa passion, de plus en plus dévorante pour la mort, l'amènera à s'en rapprocher de plus en plus, en tuant une prostituée par-ci par-là, en tuant des animaux, le tout culminant dans une automutilation complètement folle où Robert s'éviscère lui-même en éjaculant du sperme et du sang partout. Le film a été conçu par son réalisateur Jörg Buttgereit comme un gigantesque doigt d'honneur à la censure de l'époque et aux différents tabous que le cinéma n'aborde soit pas du tout, soit qu'à moitié, comme s'il avait peur d'en parler. L'envie de faire ce film lui est venue d'une lecture abusive de livres sur le true crime, ce genre littéraire qui parle de serial killer, et aussi d'une envie de traiter le sujet du sexe et de la mort d'une façon très brute, car il n'était pas du tout satisfait de la manière dont ces deux thèmes étaient montrés à l'écran à l'époque. Selon lui, je cite, « Le monde entier tourne autour du sexe et de la mort, il est impossible de faire un film sans eux, donc on est allé droit au but. » Et ça a marché puisque Jörg Buttgereit est instantanément devenu un réalisateur underground culte pour beaucoup d'amateurs du genre. Sa carrière a continué, nous offrant une suite à Nécromantique et d'autres perles gore dont on retrouve souvent la mort comme thème principal. On pense notamment à Der Todeskin, alias le roi de la mort en France, film qui se divise en 7 petits épisodes. Un épisode pour une journée de la semaine, où chaque jour parle d'un sujet lié à la mort, au suicide, etc. Le tout relié par un corps humain qui se décompose de plus en plus entre chaque jour. Nécromantique est un film tourné en pellicule Super 8, ce qui donne une image très granuleuse et donne au film son aspect underground tant apprécié par les fans. Pour les différents cadavres qui habitent le film, des vrais bouts d'organes ont été utilisés pour gagner du temps, comme par exemple l'œil du cadavre principal utilisé dans une scène de cul totalement folle, qui est en réalité un œil de porc. Scène de cul qui d'ailleurs n'a pas du tout fait plaisir à l'actrice Béatrice Manowski qui s'est retrouvée à devoir lécher un cadavre gluant en plastoc. Elle l'a fait quand même car convaincue que c'était nécessaire pour vendre le côté crado réaliste du film. Le film est, comme dit plus haut, un véritable fuck à la décence, à la censure et à l'hypocrisie du genre horrifique qui met en scène des meurtres mais qui n'ose pas montrer la réalité de la mort. Pour appuyer son propos en dehors des scènes de nécrophilie totalement dingues du film et pour briser le plus de tabous, Jörg Buttgereit n'hésite pas à appuyer là où ça fait mal et par exemple met dans son film une séquence digne des films de cannibales italiens où un pauvre lapin se fait tuer puis dépecer à l'écran. Vous l'avez compris, comme pour nos épisodes sur Cannibal Holocaust ou Ebola Syndrome, Nécromantique n'est pas un film pour tout le monde et on ne vous en voudra absolument pas si vous décidez de ne pas le regarder suite à cet épisode. Mais pour les aventuriers qui veulent se confronter au film, sachez qu'il est ressorti le mois dernier chez ESC Distribution dans un super beau coffret collector qui inclut sa suite et des heures de bonus, des making-of d'époque, des archives, des interviews et même un livre de plus de 100 pages écrit par Marc Toulek. C'est complètement fou de voir une édition aussi luxueuse pour ce genre de film en France. On est loin de l'époque de la VHS. Et pour ceux qui préfèrent la VOD, le film arrive le 17 novembre sur Shadows, la plateforme française de streaming horrifique qui sponsorise avec ESC cet épisode. On tient à les remercier car ils ont été super cool et super ouverts quand on s'est ramené vers eux avec comme idée de faire un épisode sur ce film. Gros merci à Aurel et gros merci à Clément pour leur temps et pour leur aide. Et qui dit sponsor dit cadeau. Si vous voulez essayer Shadows gratuitement pendant un mois, vous pouvez grâce au code Jumpscare. C'est tout bénef, ils ont une librairie géante de films d'horreur de tous les horizons, de tous les pays, vous allez voir, c'est taré. Il y a beaucoup de films du podcast qui sont dessus en plus, donc n'hésitez pas. Bref, pour briser les tabous ce soir et parler de nécrophilie, nous sommes en présence de Amélie du Festival de Cinéma On vous ment. Bonsoir. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Dario du podcast Plan Plan. Hello. Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Mylène, de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Et moi-même, Romain, chroniqueur au bistrot sur Filmo. Alors, un film assez compliqué à aborder puisqu'on parle de tabous, de transgressions et en plus réalisé avec les moyens du bord. Amélie, de ton côté, ton visionnage de Nécromantique, qu'est-ce que tu en as pensé et comment tu l'as vécu? Je vais être honnête avec vous, j'ai été un peu déçue. J'ai été déçue. Ah. Oh.
Parce que en fait, j'avais vu que quelques photos du film. Je n'avais même pas vu d'extrait, j'avais vu que les photos. Et effectivement, les photos qu'on voit du film en général, c'est les photos de la scène de sexe. Donc avec cette actrice qui a un rapport sexuel avec un macabé, un défunt. Et du coup, j'imaginais dans mon imaginaire, Nécromantique était un film érotique nécrophile. Et non, ce n'est pas un film érotique nécrophile. Pas tant que ça. J'étais un peu déçue parce que les scènes de cul, on va dire, il y en a pas tant que ça et elles sont filmées, elles sont un peu dans le flou. Voilà, moi j'avais envie de voir un truc un peu dégueu. C'est dégueu, hein, je préviens les auditeurs et auditrices. Oui, c'est dégueu. Il y a quand même ce passage de l'œil qui est quand même un peu dégueu, surtout quand j'ai vu comment c'était fait, ça m'a donné un petit peu envie de gerber. Mais du coup, j'étais un petit peu déçue de ce. En fait, c'est un film plutôt expérimental et voilà, plutôt arty. En fait, puisque notre cher Jorg, à l'époque, avait 23 ans et il était un peu émo, je pense. Il avait besoin d'exprimer un truc beaucoup un peu morbide. Et d'ailleurs, je vais revenir un petit peu là-dessus parce que ça me déçoit aussi sur ce point-là. C'est que dans toutes les interviews de Jorg, même encore aujourd'hui, il est super subversif, quoi. Ce film qui a choqué, oh mon Dieu, ça pourrait plus se faire aujourd'hui, ça pouvait pas se faire à l'époque. Oh là là, les cassettes se passaient sous le manteau, c'était incroyable. Et on dirait que Nécromantique est un peu un summum de la subversion. Et j'ai envie de lui dire non, pas tellement en fait, York, parce que York, ça se voit dans ton film. D'ailleurs, tu t'es inspiré de plein de trucs de la culture allemande, notamment. Parce que dans la culture allemande, il y a quand même un bel historique de la nécrophilie. Est-ce que vous êtes prêts pour partir avec moi dans le voyage de l'Allemagne et la nécrophilie ? Allez, donc, let's go. Déjà, on peut partir sur Hans Baldung Green, qui est un peintre allemand du XVIe siècle, qui avait une obsession pour la peinture, de peindre des jeunes femmes à côté de la mort souvent un vieux cadavre desséché de monsieur, à côté d'une jolie jeune fille toute nue. Et il nous en a fait toute une série. Alors, on a La jeune fille et la mort, on a eu La mort et la jeune fille, très original dans ses titres, Hans. Ève, le serpent et la mort, encore. Et bien sûr, La mort et la jeunesse, qui sont comme ça une femme un peu enlacée ou en tout cas tentée par un cadavre, qu'on peut un peu retrouver dans le dessin qu'il y a dans Nécromantique 2, dans l'appartement de la protagoniste. Et d'ailleurs, il y a plein de rêves comme ça. L'appartement de la protagoniste aussi, il y a un pseudo Andy Warhol avec des crânes. Alors Andy Warhol a bien fait une sérigraphie de crâne, mais c'est pas celle qu'on voit dans le film. Je pense qu'ils n'ont pas osé mettre vraiment la référence à Andy Warhol. Mais en tout cas, on peut y voir aussi un petit peu une référence à Salomé, l'opéra de Richard Strauss, où Salomé à la fin embrasse la tête décapitée de Jean-Baptiste. Voilà, comme ça, là encore, Nécromantique 2 est à fond là-dedans, puisqu'elle a carrément la tête de son défunt, de son amant, sur sa table basse pendant ses soirées film avec ses copines. Donc là, on est vraiment à fond dans la référence. On peut aussi penser à tout ce qui est le mouvement artistique de la nouvelle objectivité. C'est un mouvement artistique allemand du début du XXe qui est composé d'artistes comme par exemple Autodis, qui est assez connu, qui en fait c'est des artistes qui revenaient de la Première Guerre mondiale et qui étaient complètement traumatisés par ce qu'ils avaient vu sur le front. Et du coup, qui ont commencé à peindre des trucs assez morbides, des corps, même des corps vivants, mais qui ont l'air de cadavres, avec des teints très gris, des traits très émaciés. On a aussi des crânes parfois, genre Autodis, il a peint le crâne dans La Guerre, qui est pareil, une sérigraphie ou une gravure d'un crâne comme ça, avec la chair encore en décomposition dessus. Et du coup, on a cette volonté de représenter les corps meurtris, les corps détruits, les corps putréfiés, mutilés, et de s'opposer au carcan moral et aux structures politiques dominantes. D'ailleurs, on sait très bien ce que le régime nazi a pensé de ces artistes-là par la suite. Oui. On a notamment Max Beckmann qui décrit un plaisir sauvage et quasi diabolique à se situer entre la vie et la mort dans son travail artistique. Et je trouve qu'on retrouve un petit peu ça dans Nécromantique. Mais en tout cas, il y a tout un héritage, on va dire, culturel et pictural qui ressort dans Nécromantique. Donc,
finalement Nécromantique n'est pas si subversif que ça. Il est un héritier d'une culture allemande qui a déjà joué avec le sexe, la mort et la sexualité. Et un autre aspect que par contre je trouve plus intéressant dans le film, c'est que il y a un côté très indé, très DIY dans Nécromantique, comme tu l'as dit tout à l'heure Romain, ils ont tourné à la Super 8. Ça se voit que c'est bricolo et bricolette, même si les effets pratiques sont plutôt bien faits. Je trouve que le cadavre il est pas mal. Surtout les cadavres. Il est bien gluant, il est bien dégueulasse. Mais ça aussi c'est plutôt logique que ça arrive à ce moment-là, parce qu'en fait on est dans une vague musicale allemande dont fait partie Jörg Buttgereit, parce qu'il a fait beaucoup de clips de rock et de métal allemand. Donc il était un peu dans cette mouvance-là, et en fait à la fin dans les années 80 en Allemagne, on a tout un mouvement néo-punk qui arrive avec Nina Hagen par exemple, et du coup il y a une exaltation du do-it-yourself et de faire des trucs un peu punk, de bousculer un peu l'ordre établi et de faire toi-même de l'art, même si tu n'as pas de formation artistique, par exemple. Et du coup, il y a tout un renouveau musical et rock'n'roll qui s'inspire beaucoup du mouvement gothique anglais. Et donc, il y a toute une vague de ce qu'on appellera après le krautrock de façon un peu péjorative, je trouve, qui brasse les thèmes de la mort, la crise religieuse, la violence, la folie, la dépression, l'angoisse. Voilà, ils s'inspirent de Nietzsche, ils s'inspirent d'Edgar Poe, ils s'inspirent de Baudelaire, ils sont à fond là-dedans. Et avec un côté vraiment très punk de vas-y, on va faire nous-mêmes de la musique, on va faire nous-mêmes du cinéma, on va... Il y a les débuts un peu de l'électro-allemande aussi avec Kraftwerk qui arrive à ce moment-là. Donc en fait, on est dans une sorte d'effervescence créative et provocatrice en fait. On n'est pas très loin de la chute du mur aussi. Donc il y a une espèce de mouvement comme ça dans la jeunesse allemande qui a envie de foutre des coups de pied et de bousculer un peu les codes. Donc Nécromantique s'inscrit complètement dans cette mouvance-là. Et du coup, en fait, ce film est un reflet de son époque artistique, en fait, de son époque artistique underground. Et il ne pouvait presque pas en être autrement qu'il arrive à ce moment-là. C'est vraiment pas un hasard. Et du coup, voilà, c'est un peu une essence absolue. Et d'ailleurs, par la suite, il y aura encore un truc encore plus, on va dire, nécromantique que nécromantique. C'est qu'il y a Gunther Van Hagens, le plasticien, qui... vous savez, qui sèche des corps écorchés. Vous voyez ce mouvement-là ou pas, la plastination, qui présente quelques années après, en 95, sa première expo, qui est pour moi un peu le summum de l'art morbide allemand des années 80-90. Et pour moi, Nécromantique, ça s'inscrit un peu dans ce mouvement-là. En tout cas, voilà, Nécromantique, c'est un film punk, certes, mais pas si, on va dire, en dehors des clous que ça. Pour moi, il est vraiment... il est une salade de références. Il y a des références à Adler, il y a des références à Charles Manson, il y a des références à pas mal de trucs. Et ça brasse un peu tout ce qui est art morbide, art macabre de cette époque, art romantique, un peu le punk, voilà, tout ça par-dessus. Et du coup, le film n'est pas en tout cas pour moi, pas si subversif que ça dans ce mouvement-là, dans le moment où il arrive. Et après, je dirais que si vous voulez voir un film do it yourself avec de la nécrophilie et des chats explosés contre les murs, je vous invite à voir sur Shadows Making of de Cédric Dupuis, et je vais vous préciser que vous avez des goûts cinématographiques très bizarres, mais ok. Et pour ceux qui aiment les parties de jambes en l'air avec des gens morts, je vous recommande Métaphysique de la viande, le bouquin de Christophe Sébert, qui est là beaucoup plus hardcore dans ce qu'il propose. Ne le lisez pas dans le métro comme moi, c'est une expérience à ne pas faire. Voilà, je ne le dis pas. Mais voilà, si vous aimez les trucs un peu déviants comme ça, lisez Christophe Sébert. Voilà, c'est tout pour moi pour Nécromantique. Voilà, et je souhaite un bon visionnage à nos auditeurs. Tu parlais tout à l'heure, Amélie, des décos dans l'appartement. Il y a un dessin qui est très similaire, un dessin qui a été fait par Karen Greenlee, qui est une nécrophile qui justement a inspiré le film Kiss. Exactement. Ça m'a tout de suite fait penser quand j'ai vu l'art un peu l'art allemand du XVIe siècle avec ce cadavre qui enlace une jeune fille. Effectivement, le dessin dans l'appartement de la protagoniste, c'est tout à fait ça. C'est un squelette qui embrasse une femme, et vraiment pour moi le parallèle est assez évident. Je ne sais pas si c'était conscient ou inconscient, mais en tout cas pour moi ça fait référence à ça, quoi. Ouais, ça paraît quand même très similaire. Le dessin était
été réalisé par une véritable nécrophile d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est justement, c'est Karen Greenlee. C'est ça, c'est Karen Greenlee, ouais. C'est une nécrophile. Et est-ce que tu penses, Amélie, que le côté culte qui est lié à la transgression du film et à la transgression des tabous et tout, ça vient pas plutôt, selon toi, du fait que le film, c'est le premier peut-être pas, mais ce serait un des rares à avoir brisé ces tabous au cinéma à l'époque. Alors oui, effectivement, l'intérêt, c'est qu'il a transposé un ensemble de productions culturelles pour le mettre à l'écran. Et c'est en ça qu'il est, on va dire, précurseur dans ce qu'il propose, même si depuis des films avec ah oui, la nécrophilie, je pense qu'on on va en évoquer d'autres dans le podcast. Je pense à ce n'est que le début. Ce n'est que le début de votre grand voyage. Mais effectivement, là, il y avait un truc. Mais faut pas oublier quand même que ça reste un film underground, même s'il est devenu culte. Ça reste un film qui est dans une mouvance underground allemande de l'époque. Donc c'est quand même pas comme si on avait fait un film à gros budget projeté dans toutes les salles. Ça reste un truc de petites salles de quartier qui a acquis son statut culte parce qu'il est un peu crado, parce qu'il est fait avec 3 francs 6 sous et que même comme ça fonctionne. Enfin, je veux dire, le film, il fonctionne dans ses effets. Il fonctionne peut-être moins dans... Moi, je le trouve un peu long. Je le trouve un peu longuet dans ses scènes. Mais il fonctionne, quoi. Il y a la scène de cul, les moments où il se baigne dans le sang et tout ça. Oui, c'est graphiquement... il se cache pas... Le film ne se cache pas trop, même si moi, je trouve qu'avoir flouté les scènes de baise avec le cadavre, c'est le moment où le réal s'est mis une petite autocensure à lui-même. Moi, je pas allé vraiment au bout de son idée, je pense. Je pense pas. Je pense plus que c'est un trait d'humour noir, parce que c'est filmé vraiment comme les scènes de soft porn que tu pouvais trouver en Allemagne de l'Ouest à l'époque, avec une musique bien kitsch derrière. Donc, je crois pas vraiment que c'est de la censure, c'est plus une blague un peu graveleuse, quoi. Sachant que le réal lui-même dit que c'est une comédie noire. Oui, bah moi je trouve ça drôle, hein. Donc. Après, dans les bonus du coffret Blu-ray, pardon, il y a quelqu'un pendant une séance de questions-réponses qui lui a posé la question: pourquoi est-ce que vous avez filmé la scène de sexe du premier film de cette façon-là? Il avait répondu en disant que c'était par souci de réalisme. Il voulait styliser un petit peu cette scène pour faire ressentir le côté extatique en fait, de l'acte, et voilà, pour donner un côté réaliste. Or, je trouve que c'est totalement l'inverse. Enfin, si tu rajoutes une espèce d'effet visuel un peu bizarre sur une scène, de fait, oui, c'est pas réaliste en fait. Enfin, je trouve qu'il y a un petit contresens à ce niveau-là. Non, moi, si, je vois ce qu'il veut dire et je trouve que ça fonctionne parce que t'as le côté, t'as employé l'adjectif extatique. Bah oui, en fait, ces deux nécrophiles là, ils atteignent le plaisir ultime, quoi, pour eux. C'est un fantasme qui se réalise, donc ouais, cette mise en scène vachement onirique, je trouve qu'elle fonctionne. Le réalisme, il est plus là, plus dans l'émotion, quoi. Après, n'oubliez pas que c'est un premier film aussi, donc il y a forcément des moments où tu peux pas trouver le ton qu'il faut et tout ça, quoi. Sans tout justifier, évidemment. Je te rejoins en plus à fond, Amélie, quand tu parles de mouvance punk dans les cinéastes indépendants allemands. Ce film, il est sorti à une époque où il y a toute une génération de jeunes Allemands qui font des films totalement tarés. Et Nécromantique a été devenu un des plus cultes avec le temps, alors que c'est pas le plus choquant. Ce qui le rend choquant, c'est évidemment qu'on parle d'un gros tabou et que les gens étaient peut-être pas prêts à voir une nana lécher un squelette pendant une demi-heure. Ce que je peux comprendre, mais à côté on avait en fait plein d'autres malades dont Jörg Buttgereit est devenu un peu la légende dans le lot, alors que dans le lot il y avait quand même un certain Olaf Ittenbach qu'on avait déjà cité dans ce podcast à plusieurs reprises, qui avait fait The Burning Moon, Prémutos, Black Past, plein d'autres films filmés en caméra VHS dans des caves, des trucs qui sont beaucoup plus crades que Nécromantique. Ça un petit peu après, hein, mais généralement. Oui, ça arrive après. Olaf Ittenbach, c'est le deuxième nom qu'on cite quand on parle de réalisateurs underground allemands qui font des trucs assez. C'est ça. On avait Andreas Schnass aussi, pardon pour la prononciation, mais c'est le mec qui a fait les Violent Cheat. Bref, ils avaient faim à l'époque. Je sais pas, il fallait détruire le mur, fallait faire un truc, fallait les calmer. Et je pense en effet que Nécromantique a plus marqué son époque pour son tabou que pour le côté trash qui est au final pas si présent. Et je pense que ce qu'a fait sa légende, pour compléter ce que tu dis, c'est aussi la rareté du film. Comme beaucoup de ces genres de films à l'époque, genre Ebola Syndrome, on l'a déjà cité dans le podcast, des films qui étaient inatteignables. Maintenant on a internet, maintenant il y a du Blu-ray, maintenant il y a tout, donc c'est facile de les avoir. Mais Christophe Lemaire disait au bistrot de l'horreur à l'époque que ce qui a fait la légende de ces films, dont Ebola Syndrome, dont Nécromantique, c'est que c'était des bruits de couloir avant d'être des films.
Déjà, Nécromantique en France est sorti en 93 en VHS, donc 6 ans après le film. Donc en fait, la réputation était déjà faite avant. Donc ça joue énormément, ce côté, c'est un fantôme avant d'être réel, ce genre de film. Et puis tu vois que les jaquettes, tu vois que les images, quelqu'un l'a vu, te dit que c'était horrible, et du coup c'est vraiment la réputation effectivement qui fait le côté famous du film. C'est quoi. ça. La jaquette qui est mieux que le film d'ailleurs. Jaquette de malade. Ouais, elle est trop chouette. Jaquette, moment anecdote. En France, c'est Axan Film qui a sorti le film. C'est leur première VHS. Patrick Nadjar. Et dans les bonus, voilà, on le salue au passage. Il explique que autant les vidéoclubs ont acheté les VHS direct et ils ont dit mais les gars vous auriez fait une VF, vous auriez cartonné comme jamais. Autant ils ont pas pu vendre la VHS à la Fnac de l'époque. Dario, c'est pour toi ça. Mon Fnacker sûr. Parce que c'était trop trash. En effet, la jaquette, c'est un squelette qui est en train de faire un câlin à une nana à poil. Et ça a pas plu, quoi. Alors qu'elle est pas si gore que ça. Elle est juste. Non, celle du 2 est pire, mais je la trouve très cool, celle du 2. J'aime beaucoup. Mais les deux sont belles, je trouve. Les deux sont belles. Donc voilà, c'est des VHS qui sont devenus en plus hyper rares maintenant. Si vous les avez, gardez-les bien. Parce que je crois qu'il y en avait. Dans le bonus, il dit qu'il y en avait 500 exemplaires à peine. Donc peut-être un peu plus parce qu'il y a eu d'autres batchs à côté. Mais voilà. Axan Film qui s'est fait un nom en sortant des films horribles, donc Nécromantique 1 et 2, et Quand 731, et voilà, c'est ça. catégorie 3 avant l'heure. Des gens de goût. En tout cas, merci pour ton avis et pour ce contexte historique qui va faire du bien, je pense, pour mieux situer le film et pourquoi ça a été fait. De ton côté, Mathieu, qu'en as-tu pensé de ce film ? Est-ce que tu le connaissais avant déjà ? Oui, je l'avais vu il y a une bonne vingtaine d'années et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais pas serein à l'idée de voir ce film parce qu'il y avait, comme tu dis, cette espèce de réputation de film choc ultime, de sommet de l'horreur et de trucs absolument dégueulasses, quoi. Donc, quand je l'ai vu à l'époque, je me rappelle avoir été un petit peu déçu en me disant, ok, ça n'est que ça, même si, encore une fois, il y a des scènes absolument dégueulasses dans le film. Et là, le fait que Nécromantique 1 et 2 sortent enfin chez nous dans un super beau coffret Blu-ray, rempli de bonus dans tous les sens, franchement, ça fait plaisir. On n'a pas beaucoup évoqué le coffret, mais en vrai, si vous êtes fan du film, vous aurez absolument tout. Il y a des captations de l'époque, d'une soirée mythique qui s'est passée au Brady où en fait Jörg Buttgereit est venu répondre aux questions des spectateurs donc qui ont découvert Nécromantique au Brady. Donc les questions vont des plus intelligentes aux plus stupides. À un moment donné, il y a un mec qui réagit en fait à la crucifixion qu'on voit dans le film et qui dit oui, est-ce que vous pensez que Jésus en fait il a éjaculé quand il était sur la croix et qu'il s'est fait crucifier et Buttgereit fait non mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça en fait, vous êtes fou quoi. Enfin bon, c'est le Brady. Dans ce bonus en plus, tu vois tout le gratin de la critique française de l'époque. Je me suis amusé à faire des arrêts sur image. En fait, il y a à un moment donné, il y a des petits panoramiques là sur la droite là quand il y a le truc de questions-réponses dans la salle. Il y a un spectateur qui est un petit peu plus attentif que les autres là, qui a un blouson blanc qui se gratte le coin de la joue. C'est Pascal Logier, un jeune Pascal Logier. Apparemment, il y aurait Stéphane Bouillet au fond de la salle qui m'a dit tout à l'heure qu'en fait qu'il était présent cette soirée-là. C'est bien un truc à la Stéphane Bouillet, ça. La petite captation, de la petite séance d'avis des spectateurs juste après le truc dans la salle. En fait, sur le trottoir, on a un jeune Gaspard Noé avec des cheveux qui s'enfuit en courant quand la caméra vient vers lui. Ouais. Je crois qu'il y a David Didlot aussi. Enfin bref, voilà, il y a une bonne partie du gratin du cinéma bis en fait du début des années 90. Gaspard Noé avec des cheveux, faut le répéter. Avec des cheveux, ouais. Donc en vrai, il a eu des cheveux. Il a eu des cheveux. Ouais, rien que pour ça, en fait, le truc vaut vraiment le détour. Après, il y a 2-3 bonus qui se répètent un petit peu parce qu'effectivement, Buttgereit, les films, ils ont plus de 30 ans, donc ils répètent un petit peu toujours la même chose. Beaucoup des bonus ont été enregistrés lors du Bloody Weekend qui s'est tenu donc il y a un an. Donc il y a pas mal d'interviews en fait qui sont assez récentes. Au rayon des petits défauts du coffret, il y a quelques coquilles en matière de sous-titrage, des fautes de grammaire, des fautes de conjugaison. Enfin, j'en ai relevé 6 ou 7. Après, sur je sais plus combien il y a d'heures de bonus, c'est assez phénoménal, donc en vrai c'est pas très très grave, mais voilà, je trouve ça vraiment cool d'avoir enfin 2 films absolument cultes du cinéma underground allemand en très bonne qualité sur nos étagères, quoi. Après voilà, le fait de revoir le film en sachant très bien ce que c'était 20 ans plus tard dans de très bonnes conditions, déjà ça m'a permis de voir clairement certaines scènes qui quand je les vu, quand je voyais ça à l'époque étaient juste sombres, illisibles, je ne comprenais pas ce que je voyais parce que c'était soit un rip dégueulasse, soit une copie de VHS horrible, je sais plus comment j'ai vu le truc. Là vraiment la qualité de l'image, même pour un film qui en tout cas le premier a été tourné en Super 8, c'est vraiment du très très bon travail. Donc je comprends enfin certaines scènes, en tout cas je vois ce qui se passe à
l'écran. Après, je tempérerai un petit peu le côté film expérimental, tout ça, parce que dans les bonus, encore une fois, il y a une discussion entre Philippe Rouillet, critique à positif, et Jean-François Roger, qui est donc responsable de la programmation à la Cinémathèque française, qui évoque plus en fait un film expérimental qu'un film d'exploitation. Je suis pas forcément d'accord avec ça, sachant que effectivement il y a un côté expérimental dans le film, mais quand on écoute attentivement ce que racontait Jörg Buttgereit au moment où il a fait le film, donc encore une fois je répète, il avait 23 ans, le mec en fait, comme tu disais Romain, avait pour volonté première en fait de foutre un coup de pied dans la fourmilière et d'envoyer en fait valser tous les trucs de la censure et de tester aussi les limites de la censure en fait en Allemagne. Donc je ne pense pas en fait qu'il ait forcément beaucoup réfléchi à ce qu'il allait mettre dans son film, d'autant plus qu'il y a une bonne partie des scènes qui sont un petit peu improvisées au jour le jour. C'est vraiment un film qui a été fait avec très 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 peu de budget, et du coup il y a pas mal de moments dans le film qui sont un petit peu lunaires, qui sont un petit peu rajoutés parce que sur le moment ça avait semblé être une bonne idée alors qu'en vrai peut-être pas forcément quoi. Je pense notamment à une scène vers la fin où le personnage principal se met une couronne d'épines autour de la tête et enfonce des clous dans un crucifix. On n'a pas vraiment la justification de ce truc là, et preuve en est que quand un spectateur pendant une séance de questions-réponses pose la question à Buttgereit, lui qui habituellement est très jovial, très souriant, très rigolo, ça a vraiment l'air d'être un gars qui est vraiment cool quoi. Là, il se ferme tout de suite en disant non, j'ai pas envie d'expliquer le sens de mon film, c'est pourtant évident, gna et tout. Honnêtement, j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, je ne comprends pas l'utilisation de ce truc. Et il y a même aussi un autre défaut que je trouve assez flagrant dans le premier film, c'est que il a tendance en fait à filmer ses personnages non pas comme des frics ou quoi, mais des personnages en fait qui ont une espèce de déviance, mais pour qui on est capable d'avoir peut-être un minimum d'affection en fait. Enfin, il les filme pas comme si c'était des abrutis profonds, des monstres ou quoi. C'est juste des personnes en fait en souffrance qui cherchent en fait de l'affection, de l'amour, mais qui ont cette espèce de déviance quoi. Et voilà, on a presque en fait une petite forme de tendresse en fait pour ces personnages. Sauf que si on regarde un petit peu comment est constitué leur appartement, on a une photo de Charles Manson dans le fond. Et je vois ce truc là, je me dis mais putain, mais qu'est-ce que ça fout là en fait? Soit tu veux qu'on ait de l'empathie en fait pour tes personnages, auquel cas tu les filmes d'une manière à peu près normale, c'est juste en fait l'acte en lui-même, c'est juste ce qu'ils font en fait qui ne l'est pas, mais soit tu fais ça, soit tu je sais pas, tu parles dans l'opposé total et t'en fais des tarés complets, auquel cas là oui tu mets une photo de Charles Manson dans le fond. Là il y a une espèce de mélange entre deux discours qui du coup s'entrechoquent et donnent un truc qui est pas forcément clair en fait. Donc j'ai tendance à dire que voilà, c'est encore une fois c'est un premier film. C'est fait par un mec qui avait 23 ans, qui avait clairement envie d'en foutre plein les murs, qui a réussi son coup, même si comme l'a dit Amélie, c'est pas forcément un thème très original dans le sens où si on monte un petit peu plus tôt dans le cinéma d'exploitation, et même plus largement dans le cinéma bis, il y a beaucoup de films en fait qui ont déjà abordé ce truc-là. Notamment L'effroyable secret du docteur Hitchcock, réalisé par Ricardo Freda en 62, et surtout je crois le premier film de Lamberto Bava qui s'appelle Baiser macabre en 1980, donc très peu de temps avant. Et si on va un petit peu plus tard aussi, il y a d'autres films si on va du côté de l'Asie, notamment une catégorie 3 tiens donc, qui s'appelle Water Margin Heroes Sex Stories, qui est là aussi un film à sketch, comme ce que fera un petit peu plus tard Buttgereit juste après Nécromantique avec le roi des morts. Ou dans cette catégorie 3, on a, je crois que c'est le premier sketch qui est clairement le meilleur. On a à la fin une espèce de couple un peu pervers qui fabrique je l'ai vu il y a longtemps, une potion pour faire bander les cadavres, et du coup madame peut s'amuser avec le cadavre avec la bite en l'air. Bref, voilà, c'est un grand moment de poésie. On a aussi Aftermath, un court-métrage qui est bien sale, réalisé par Nacho Cerda, cinéaste espagnol qui est très prometteur dans les années 90 et qui a fait trois courts-métrages et qui après a fait un film qui s'appelait Abandonné et qui depuis a totalement disparu des radars. On a aussi un autre film qu'on a revu il y a pas très longtemps qui s'appelle Kissed, film canadien je crois, 1996, qui est très beau, qui est l'inverse en fait complet de Nécromantique. Bref voilà, c'est pas forcément un thème très courant dans le cinéma, mais Nécromantique n'est pas le seul et unique film à avoir traité du truc, sauf que Nécromantique en fait a fait un tel bruit au moment de sa sortie en VHS et même avant, parce que vraiment la réputation du film a très vite dépassé les frontières de l'Allemagne, que aujourd'hui quand on parle de nécrophilie en fait au cinéma, c'est forcément ce titre-là qui va arriver en tête, même si encore une fois pour moi c'est pas le plus réussi parce que voilà, il est pas forcément très clair dans son discours. C'est un premier film, il y a des gros problèmes de rythme, la musique est insupportable, mais vraiment insupportable. Au début on se dit ah tiens
c'est original, c'est sympa, la mélodie est cool et tout. Enfin, et quand tu l'entends 3 fois, 4 fois, 5 fois, à la fin, t'as juste envie de sauter par la fenêtre. Nécromantique 2, je le trouve, j'allais dire plus intéressant, mais en vrai, je suis même pas certain parce que le rythme, encore une fois, il est mais d'une lenteur phénoménale. La scène finale gore justifie à elle seule en fait le visionnage parce que vraiment l'effet, je le trouve très 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 bien fait et tellement bien fait que le film a eu des gros problèmes avec la censure à l'époque. Beaucoup de problèmes. Ouais, Jörg Buttgereit a lui-même caché les bobines du film pour éviter qu'elles soient saisies par la police. Enfin bref, voilà, ça, encore une fois, ça fait beaucoup de bruit. Mais j'ai tendance en fait à préférer les films que Buttgereit fera plus tard. Plus tard et entre les nécromantiques, parce qu'entre le 1 et le 2, il a fait donc le film que tu as cité tout à l'heure, Romain, qui s'appelle Le Roi des Morts, qui est donc un film à sketch. Où on suit donc cette histoire, donc cette personne en fait qui meurt ou se suicide de façon différente. Mais surtout Shram, son film de Psycho Killer, qui est vraiment réussi et qui cool. A une des scènes les plus douloureuses que j'ai vues de ma vie. Ah ouais, grave. Un mec en fait qui se cloue la bite. Et j'ai même pas l'impression que ça soit un trucage parce que vraiment je l'ai regardé d'un œil quoi. Voilà, c'est un bon film de Psycho Killer bien vénère qui encore une fois est très rapide, je crois qu'il dure 1 heure à peine. Mais voilà, j'aurais tendance à dire que Nécromantique c'est un petit peu la porte d'entrée vers le cinéma de Buttgereit qui est très rapide dans le sens où le mec a fait vraiment 4-5 films grand maximum. Après il est plus allé vers des trucs un peu expérimentaux, là pour le coup vraiment expérimentaux. Et je crois du théâtre aussi. Bref, voilà, c'est un auteur qui aujourd'hui est culte, mais j'aurais tendance à dire qu'il faut peut-être pas minimiser l'importance de Nécromantique, mais vraiment le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film d'exploitation qui est arrivé au bon moment, mais qui n'est pas du tout le film expérimental qu'on nous vante à droite à gauche. C'est juste le film fait par un gosse qui est arrivé au bon moment et qui a réussi parfaitement son coup. Et est-ce que tu dis que c'est la porte d'entrée idéale vers son cinéma, est-ce que tu pences que c'est pas aussi la porte d'entrée idéale vers le gore, ou le choc, ou le cinéma underground? Moi j'aurais tendance à dire que ça ferait fuir pas mal de monde, parce que en vrai, il y a, ce que disait Amélie, il y a un côté aussi très émo, très fleur bleue, très cucul à praline en fait, romantique, très romantique, mais du coup, enfin c'est raccord parce que c'est dans le titre, mais si vous voyez en fait le court-métrage qu'il a fait juste avant, qui s'appelle Hot Love, qui est réalisé en 1985, il y a de quoi se tirer des balles, hein, parce que vraiment c'est le même acteur que dans Nécromantique 1, qui du coup rencontre une femme, ils sont amoureux, ils vivent une relation, tout ça, mais après il se rend compte que la femme en question en fait le trompe, et le trompe en plus avec Jörg Buttgereit. Du coup, Jörg il lui met des grosses droites, ensuite l'autre il est tout triste, et puis en petit émo là il va chouiner dans son coin, et puis il va fomenter là il va commencer à vouloir assassiner les gens. Dark Sasuke vraiment quoi. C'est Dark Sasuke, puis à la fin il se suicide et tout. Enfin, et on retrouve aussi ça dans Nécromantique 1. On finit littéralement par le même acteur encore une fois un suicide. Qui se suicide et qui mélange qui éjacule à la fois du sperme et du sang. Enfin, c'est toujours les mêmes thématiques en fait. C'est toujours les thématiques de sang, de mort, de sexualité, mais avec cette espèce de truc romantique ultra niais par-dessus, et cette musique sirupeuse absolument dégueulasse, qui font que c'est vraiment un ensemble très particulier, qui peut aussi bien fasciner que rebuter. Donc en vrai, si on doit démarrer une espèce de marathon de films underground un peu trashouille, on peut effectivement le conseiller, mais faut être prévenu que ça a quand même pris un petit coup de vieux et que voilà, il faut vraiment le replacer dans son contexte si on veut l'apprécier pleinement quoi. Sachant qu'il y a plein de bonus sur ce coffret qui permettent de remettre en contexte. Oui, mais ça c'est cool. Achetez le coffret. Il y en a une ici qui a l'air d'être d'une opinion assez différente, qui a l'air d'avoir beaucoup aimé le film. Lily, Nécromantique, parle-nous-en un petit peu. Bah moi c'est un de mes films doudou. la gueule du doudou déjà. Pas passer beaucoup à la machine. Hein. Ouais. Régulièrement je nécromante con chill. Alors non, en fait je déconne parce qu'en vrai j'ai une relation super complexe avec ce film, parce que alors désolé, apparemment vous êtes déçus, vous êtes pas choqués, mais moi c'est un des trucs qui m'a le plus terrifiée de toute ma vie, vraiment. D'ailleurs, je l'ai vu que 2 fois, 3 fois. Une première fois seule et je m'en suis pas remise, j'ai pas dormi pendant des jours. Une deuxième fois avec mon ex pour le traumatiser. Et ça a marché, il a pas dormi pendant des jours. En fait, c'était une de nos premières soirées tous les deux seuls. Au tout début de notre relation, et en fait je sens qu'il essaye de prendre la température et de s'adapter à son public. Donc il me dit il y a Ce que veulent les femmes sur la 1 ce soir, il est sympa, tu verras.
Donc, ce que veulent les femmes, comédie romantique, pas avec Mel Gibson. Ouais, et pas ouf en plus. Et à la fin du film, je suis ouais, c'était sympa. Et moi, je peux te mettre un film, et du coup, j'ai mis Nécromantique, et je l'ai vu littéralement se décomposer pendant tout le film. Ah, le choc. Bah, tu m'étonnes. Ouais. 2 salles, 2 ambiances. Et à la fin du film, d'abord, il me dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer, d'abord? Et puis ensuite, il me dit, ok, en fait, ce que veulent les femmes, c'est pas ton truc, quoi. Bah non, voilà. Enfin bref. Et donc, je l'ai vu une 3e fois pour ce podcast, tout simplement parce que j'ai du mal à y revenir, parce que c'est vraiment un des trucs qui m'a fait le plus peur, et je crois que ça tient pas seulement au côté provoque des images, ça tient aussi à l'ambiance, la musique, je sais pas, ça marche sur moi, et c'est clairement un truc auquel j'ai du mal à revenir, tout comme un autre film germanophone qui est Schizophrénia de Gerhard Kargel. C'est vraiment les 2 films qui m'ont, voilà, oui, bien meilleurs, je l'admets, que Nécromantique, mais pour le coup c'est 2 films qui m'ont traumatisé et qui m'ont empêché de dormir pendant des jours. Après, c'est peut-être très personnel. C'est peut-être des peurs enfouies chez moi, personnellement. Mais pour en revenir à Nécromantique, je trouve que sur ces aspects rebutants, moi, personnellement, je trouve que le film, il réussit super bien son coup, quoi. Je le trouve parfaitement abject. Personnellement, je détourne le regard à chaque fois que je le vois. Puis, truc perso, encore une fois, il y a un lapin et un chat tué, ça me met toujours mal. Puis, ça a beau être réalisé très sommairement avec 3 bouts de ficelle, Boudgereit et son co-scénariste, donc Franz Rodenkirchen, ils ont créé eux-mêmes les cadavres et utilisé de vrais organes en putréfaction, donc comme tu le disais, Romain. Et c'est fou, mais moi je trouve que ça marche, quoi. On y croit, et comme je disais tout à l'heure, je pense aussi que la pellicule Super 8, elle donne un cachet glauque supplémentaire qui... Grave. Voilà, qui contribue en fait à l'ambiance poisseuse et dégoûtante du film. Une image nauséeuse, tu sais. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est d'ailleurs ma limite avec le 2. Le 2 qui me fait rien du tout, parce que on passe au 16 mm avec un meilleur éclairage. Et là, du coup, je marche moins, parce que je trouve qu'on ressent plus le silicone et le plastique du cadavre, quoi. Puis, alors moi, ce que j'aime bien aussi dans Nécromantique, c'est le côté comédie noire de mauvais coups. Où on filme la scène de sexe avec le cadavre comme un soft porn, comme je disais tout à l'heure, et où on a un gros Allemand moustachu débile qui tire accidentellement sur un gars en buvant sa bière. Et c'est des trucs de petits cons que ça fait marrer. Et là, encore une fois, c'est subjectif, mais j'ai un humour très glauque et très cringe, donc j'avoue que ça me fait un peu rire aussi. Voilà. Mais au-delà de la simple provocation, pour un réalisateur aussi jeune, avec peu de moyens, je trouve qu'il y a de vraies petites bonnes idées de mise en scène dans Nécromantique, notamment la colorimétrie, qui est assez importante dans le film. En fait, Nécromantique, il base son propos sur une théorie freudienne qui veut qu'en fait, il y a des pulsions de vie et de mort qui se battent en nous, et particulièrement à travers l'acte sexuel. M'en demandez pas plus, parce que les cours de civilisation germanique, ça revient un peu loin pour moi. Mais c'est pour ça aussi qu'on a cette scène finale où la mort est associée à l'éjaculation. Et donc du coup, pour en revenir à la colorimétrie, on a des scènes très lumineuses, très colorées, qui vont être associées pour le personnage de Rob à des souvenirs heureux ou à des moments de plaisir pour d'autres personnages. Donc c'est le cas du souvenir du dépeçage du lapin, ou de la scène qui précède le meurtre accidentel du gars qui cueille les pommes. Et ces moments, ils sont ensuite obscurcis par la dépression du personnage quand il s'enferme dans ses obsessions morbides, dans son appartement glauque, gris et noir. Et c'est là que l'image, elle retranscrit l'idée de pulsion de vie et de mort. Et c'est peut-être pas le procédé le plus subtil de la Terre, hein, c'est assez basique, mais je trouve ça assez inattendu et poétique, même si c'est un truc de petit con dans sa période gothique, quoi. Et alors le titre Nécromantique, d'ailleurs, il est pas si anodin que ça, parce que romantique en allemand, ça n'a pas vraiment le même sens qu'en français. Le mouvement artistique du romantisme allemand, en fait, il traitait pas tellement de l'amour, mais plus des souffrances et du mal-être d'une génération qui en ont conduit beaucoup au suicide jusque dans les années 1850. Donc là, on voit clairement le parallèle. Et du coup, ce qui me fascine dans ce film, c'est qu'il part d'un postulat de montrer de l'abject, mais qu'il arrive à en tirer un propos terrifiant sur la déchéance d'un psychopathe. Moi, je trouve le propos terrifiant. Peut-être qu'il est léger pour d'autres, mais dans mon cas,
Sur moi, ça fonctionne parce que Rob, il n'arrive pas à s'en sortir socialement. Il ne noue pas de lien humain en dehors d'avec Betty, qui partage ses penchants morbides et qui n'est intéressé que par l'accès au reste humain qu'il lui offre. Du coup, quand elle part, ce sont les pulsions de mort qui prennent le dessus et il en vient au meurtre puis au suicide. Et en même temps, c'est inéluctable parce que Rob, il peut pas vivre en société. Alors, désolé à tous nos auditeurs nécrophiles, mais la nécrophilie, c'est antinaturel pour un être humain. Je sais pas si vous avez déjà senti une odeur. C'est interdit par la loi aussi. En plus, en France, c'est bien de le rappeler. En France, En c'est effet, Merci Dario. C'est illégal. Voilà. Sinon, les cimetières seraient vides. Cours Lily, cours, ils arrivent. FBI, open up. Bah alors, mais désolé à tous nos petits nécrophiles sûrs, mais la nécrophilie, c'est antinaturel pour un être humain. Je sais pas si vous avez déjà senti une odeur de charogne, mais non seulement ça pue, mais normalement, notre corps est aussi conçu pour fuir cette odeur. C'est en partie pour ça qu'on vomit quand on s'y expose trop longtemps. Donc, Rob, il peut pas vivre parmi les êtres humains parce qu'il est une anomalie. C'est pas normal, en fait. En tout cas, c'est ce que le film retranscrit. Et quand il meurt, on nous joue la scène du dépeçage du lapin à l'envers, comme pour signifier que l'ordre des choses est rétabli. Et l'erreur est réparée, en fait. Et pourtant, ce postulat, il est remis en question dans le film, dans la scène du cinéma, où on voit certains spectateurs assez excités par l'actrice à demi nue dans le film projeté, qui est agressée au couteau, soit un objet phallique, mais donc on nous rappelle qu'on a tous des pulsions morbides en nous. Et à ce titre, je trouve que le film est pas si bête et méchant qu'il n'y paraît, et j'y vois une réelle poésie de l'abject, du macabre et du mauvais goût. Mais en même temps, c'est aussi un film que j'ai beaucoup de mal à revoir, qui me fait vraiment peur. Et c'est ce que je trouve assez réussi malgré tout. Voilà. Waouh. Dario, de ton côté, est-ce que ce romantisme, cette poésie que Lily vient d'évoquer, tous ces bons points, tu les as ressentis? Alors, je suis désolé, Lily, ça a l'air d'être un truc un peu important pour toi. Je pense que c'est un truc auquel t'as réfléchi très longtemps et qui compte beaucoup pour toi. Je vais juste vous lire la première phrase de mes notes, hein, parce que Romain, en fait, au tout début, t'as fait référence à Cannibal Holocaust et Ebola Syndrome, qui étaient les films un peu les plus durs à voir qu'on a déjà chroniqués. Et ce que j'ai écrit, c'est que Cannibal Holocaust et Ebola Syndrome avaient au moins la décence d'être de vrais films, au-delà du shock factor. Allez, il est parti. Moi, je suis Team Lily, en tout cas, avant que tu te fasses défoncer, t'inquiète pas, on est ensemble ce soir. Dario, lâche-toi. Juste avant que je parle, que je vomisse sur le film, je voulais juste... le tout début m'a fait penser à une super bande dessinée qui s'appelle RIP, qui est une bande dessinée française sur des nettoyeurs de cadavres et tout, et du coup l'ambiance du début, je me suis dit ok, ça va être un peu cool, et là je suis passé à autre chose, mais la bande dessinée RIP, c'est vraiment hyper bien, je vous la conseille. Je trouve que les plus gros défauts du film, c'est en fait d'être un film très premier degré et effroyable et un peu insultant. Voilà, je trouve que le film est insultant, notamment pour son public. Lily, tu parlais justement de la scène au cinéma. Je la trouve, j'ai l'impression que Jorg, il veut me dire que faut que j'arrête de regarder des films d'horreur parce que je suis en train de devenir bizarre, parce que en plus de ça, il y a tout un passage où il y a un psy parle d'une certaine thérapie qui dit qu'à chaque fois que tu t'exposes à un truc que tu n'aimes pas, tu finis par t'y habituer, avec l'exemple de la meuf qui était arachnophobe et qui juste du contexte, un petit peu de contexte pour les auditeurs. Non, t'inquiète pas, je veux pas te couper, je fais ça très très vite. Quand il parle de scène au cinéma, le protagoniste Rob va au cinéma à un moment, en fait, regarder un slasher. Il y a un film dans le film, et le film c'est un slasher pourri. Voilà. Et il se barre du cinéma parce que visiblement il n'aime pas ce qu'il y a à l'écran, parce que ça a l'air d'être juste trop soft pour lui, en fait. C'est ça. Un slasher pourri, mais qui est pas moins bien filmé que le reste du film, je trouve. Et du coup, le film a ce truc-là de dire qu'on finit par s'habituer à ce qu'on n'aime pas à force d'être exposé à ce truc-là. Et au bout d'un moment, du coup, comme tu l'as dit, Lily, les gens qui regardent cette scène où le tueur avec son couteau, il finit par capturer la meuf et on comprend qu'il y a une espèce d'agression sexuelle. Tous les gens dans le public, ils commencent un peu à être un peu émoustillés par ce qu'ils voient à l'écran. Et moi, je trouve que je comprends pas le message de cette scène-là. J'y vois vraiment un espèce de doigt d'honneur en mode écoutez, les films que vous regardez, parce que le film est sorti en 88, hein, donc les slashers que vous regardez, les slashers américains, c'est de la merde. Moi je vous propose un vrai film, parce que je trouve que le film a ce problème d'être très premier degré, et c'est pour ça que Mathieu parlait d'un
d'un film expérimental, mais je pense que c'est surtout parce que le jeune Jorg à l'époque, il se prenait pas pour de la merde, parce que quand on a 23 ans, forcément, on a tous l'impression d'être des artistes de génie. Sauf que là, pour moi, le film, il tourne en rond très rapidement, quoi. Et encore une fois, je trouve cette scène un peu insultante pour le public, pour les gens qui vont regarder ce film-là, parce que c'est pas Enfin, c'est les gens qui aiment le film d'horreur. Je l'interprète pas du tout comme ça en fait. Je l'interprète plus en mode, vous voyez, devant un film d'horreur, des fois on peut se laisser aller à trouver les formes de l'actrice plaisantes alors qu'elle est agressée au couteau. Et mon personnage principal, lui, ce qui l'excite, c'est les cadavres. Quelle différence en fait. Voilà, je l'interprète pas de la même manière, quoi. Du coup, ça revient au même, ce que tu dis. Ah non. Parce que si lui montre un personnage qui est excité par des cadavres, quelle est la différence entre un mec qui est excité par une meuf à moitié dénudée dans un film ? Si le propos du film c'est ça revient à peu près au même en réalité. Non, t'as pas compris ce que je voulais dire. En fait, je me suis perdue. Non, en fait... Moi, je pense que tout spectateur peut être émoustillé par une actrice à demi nue, quoi. Sauf que lui, il y trouve pas son compte. Voilà. Et pourtant, la perspective, c'est plus, en fait, pour te signifier le trouble du personnage et en même temps te dire que on a tous les mêmes pulsions, en fait. On a tous des pulsions un peu violentes et malsaines. Mais c'est pas pour te dire que c'est pas bien de regarder des films d'horreur. Juste on prend tous du plaisir à regarder des films d'horreur et on a tous du coup en nous une espèce de fascination pour le morbide. Après, je pense qu'il y a un petit élément de réponse dans le film qu'il a fait juste après Nécromantique et donc juste avant Nécromantique 2, qui est Le Roi des Morts, et je crois le deuxième sketch, donc celui du mardi. On suit un gars qui va dans un vidéoclub et qui va louer un film, puis ensuite ça dégénère une fois qu'il est chez lui. Mais du coup, voilà, il y a peut-être 1 minute ou 2 de plans de caméra qui filment longuement les films qui sont exposés donc dans le vidéoclub. Et c'est quasiment que des trucs horribles. Et dans le lot, on a, tiens, surprise, la VHS de Nécromantique. D'ailleurs, c'est pas la seule unique fois où Jorg en fait se fera des autoréférences à lui-même, puisque dans Shram, à un moment donné, le personnage principal écoute la radio et puis en zappant de fréquence en fréquence, il tombe sur un Français que j'ai pas identifié, mais qui dit oui, alors ce petit film culte allemand Nécromantique, oh là là, quel chef-d'œuvre et tout, puis après tac, il zappe. Enfin bref, du coup dans le vidéoclub, on voit donc pas mal de VHS, dont celle de Nécromantique, et j'ai pas le souvenir qu'il y ait vraiment de slasher. Il y a des films vraiment, il y a des massacres à la tronçonneuse, des machins comme ça, mais pour info, au fait, le film que finit par prendre le personnage dans Le Roi des Morts, c'est la VHS de Ilsa, la louve des SS. Et une fois qu'en fait il met Ilsa dans le magnétoscope, une fois qu'il est rentré chez lui, on voit non pas Ilsa, le film canadien donc réalisé par Don Edmonds, mais on voit une parodie de Ilsa réalisée par Jörg Buttgereit, qui dans le générique s'appelle Jordi Bourgi Bouti, je sais plus, enfin il y a un nom à la con. Jorgi Bouti, je crois. Et en fait, on voit donc Jörg Buttgereit qui est torturé par une femme habillée en général nazi en fait, et qui le torture et qui ensuite lui peint une croix gammée sur le torse et tout. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais j'ai l'impression qu'il a vraiment des goûts très arrêtés sur ce qui est du vrai cinéma d'horreur et ce qui n'en est pas. Et j'ai l'impression qu'en fait le slasher, vu que c'était très 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 présent dans le cinéma des années 80 et que visiblement il y avait beaucoup de films qui n'arrivaient pas en Allemagne du fait de la censure en fait à cette époque, ouais. Quand lui en fait arrivait à voir un film qui passe à travers les mailles du filet, j'ai l'impression que si c'était un slasher, ça l'emmerdait un petit peu. Du coup, je pense que cette scène en fait dans le cinéma du personnage de Nécromantique en fait qui regarde un slasher pas très bon à l'écran et qui s'en va parce que ça le fait chier, j'ai l'impression que c'est Buttgereit qui est là à te dire ouais en fait ça c'est le cinéma qu'on nous vend actuellement quand encore on arrive à mettre la main dessus, mais en vrai moi ça m'emmerde. Ce que j'ai envie de traiter c'est du sexe et de la mort, mais de manière frontale, pas à l'américaine, pas en mode tac tac il y a un boogeyman, une final girl, tout ça, enfin il s'en fout. J'ai l'impression, effectivement je pense qu'il y a un côté un petit peu prétentieux de se placer du haut de ses 23 ans comme quelqu'un qui peut te montrer réellement ce qu'est le sexe et la mort mélangés, quoi. Surtout qu'encore une fois il n'y a aucune différence fondamentale entre le mauvais film qu'il nous montre dans son film et la façon dont il filme son film. Donc déjà, ouais. C'est encore. Mais après il a quand même la bonne idée de tourner lui-même le slasher qu'on voit à l'écran, quoi. De la même façon que dans le Roi des Morts, en fait, la parodie d'Ilsa qu'on voit, c'est lui qui la tourne aussi, quoi. Donc il a pas poussé le vice, jusqu'à prendre un film qui lui appartient pas, quoi. Non, ce que je voulais dire, moi, c'est aussi qu'en termes de personnages, je trouve que le film il raconte rien d'intéressant, en fait.
si on résume juste l'histoire du film si on met de côté la nécrophilie, c'est juste l'histoire d'un gars qui perd son boulot, qui se fait larguer par sa meuf et qui finit par se suicider. Donc je trouve pas ça super original. Je trouve que tout ce qui est tout ce qui va avec la nécrophilie, tout ça, ça a pas d'impact sur l'histoire plus que ça. Plus j'ai toujours eu un problème avec ça, mais faire du subversif pour faire du subversif, j'y vois aucun intérêt en fait. Et je trouve que le film essaye d'être justement subversif. Mathieu, justement, t'en parlais au début de ta chronique où tu disais que il essayait de repousser un peu les limites en fait de ce qu'on pouvait montrer à l'écran. Et du coup, ça prouve bien que la seule volonté du film, c'était de faire un truc subversif pour du subversif. Il s'intéresse pas du tout à ses personnages. Bref, il peut faire de la branlette intellectuelle autant qu'il veut avec Freud et tout. Au final, j'ai juste l'impression de voir le film de fin d'année d'un mec un peu chelou en école de ciné, quoi. Bah c'est ça en fait. Hein. Oh la vache. Mais c'est ça en fait, Nécromantique. Hein. Oui, c'est totalement ça. Oui, bien sûr. Non, parce que c'est moi qui fais de la branlette intello. Hein. Lui, c'est un petit con qui voulait juste s'amuser. Hein. Oui, mais tu vois, on touche aussi à un autre truc que j'aime pas du tout, que je déteste, c'est genre les réalisateurs qui 30 ans après te disent non mais mon film c'est un peu une comédie noire, tu vois. Moi je le prends pour une comédie déjà maintenant. Oui, il en parlait bien avant, Même si t'en parles genre après les faits, je trouve pas du tout que le film soit une comédie noire. J'y vois aucun aspect comique, à part la réalisation qui est un peu drôle, mais ça c'est pas... Enfin, bref. Bien tenté. Et qu'est-ce que j'ai noté aussi ? J'ai noté filmer un mec triste avec les 3 mêmes notes de merde de piano, ça rend pas le film nostalgique ni romantique en fait. C'est juste, c'est hyper relou parce que déjà la musique c'est la même dans tout le film et le son en général dans le film. Après c'est filmé à la super vite donc il pouvait peut-être pas prendre le son, mais du coup il est quasiment jamais redoublé et il met que de la musique et la même musique pendant 1h15. Comme dans Cannibal Holocaust. Il y a la même musique pendant 1h15 dans Cannibal Holocaust. Encore une fois, Cannibal Holocaust avait la décence d'être un bon film. Donc, ça, c'est pas grave. La musique de Cannibal Holocaust, c'est Riz Ortolani, quoi. Tandis que là, c'est vrai, le mec qui compose la musique de Nécromantique, c'est l'acteur principal. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, mais à la fin, t'en peux plus du thème de Cannibal Holocaust. Perso, ouais. Et voilà, et juste pour revenir à cette fameuse scène de sexe un peu naze, tout ce qui est en fait flouté, moi j'ai l'impression que c'est une espèce de superposition d'images. Et du coup, ça rajoute encore à ce petit côté onirique qu'il essaye de se donner avec ces passages où son personnage principal il court dans le champ avec une tête et il envoie la tête à une autre meuf et tout. Pareil, hein, pour moi c'est vraiment juste de la branlette, ça veut rien dire. J'ai l'impression qu'il a juste voulu rajouter des minutes à son film pour essayer d'en faire un long métrage. Ça c'est totalement possible. Oui, c'est possible. Tirer la pellicule, c'est vraiment le truc que font tous les cinéastes de ce genre à l'époque pour faire un long métrage. Oui, parce qu'il fallait une certaine durée pour pouvoir être diffusé en salle. C'est ça. Oui, mais dans ce cas-là, t'écris un long métrage en fait. T'écris pas un film pas ouf et tu rajoutes des... C'est pas une question de ça en fait, c'est qu'ils ont tourné beaucoup plus d'images. C'est juste que c'est un film qui est aussi improvisé beaucoup en termes de séquences. Beaucoup d'acteurs sont pas des acteurs. Des séquences sont improvisées le jour J, tout ça. C'est un film qui est écrit jour le jour quasiment. L'expérience de tous les cinéastes indépendants de ce genre à l'époque. Donc tu te retrouves souvent avec des films que tu n'as pas la visibilité en termes de durée jusqu'au moment où tu es en salle de montage. Il y a beaucoup de scènes coupées sur les Blu-ray d'ailleurs, en plus du coffret pour ceux qui veulent voir. Il y a beaucoup de scènes foirées, tout ça. Voilà. Pour le coup, c'est plutôt ça. Ça change pas le problème, c'est que si tu veux faire un film, si tu veux faire un long métrage, t'écris un long métrage et tu finis par faire un long métrage, tu vois, tu n'es pas dans ce genre de code avec ce genre de cinéma, en fait, pour le coup. Le cinéma underground, il y a aucun code de réalisation d'écriture classique souvent là-dedans. Ils ont des idées, ils ont une caméra, ils se disent putain, on a 2 bières, on a 5 € et on a du faux sang, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça a donné des trucs de fou. Et en fait, il y a pas... On en a fait, Romain, toi et moi, des films avec 2 bières et 5 € et du faux sang, tu vois, genre... Bien sûr. Et regarde la gueule des films. Regarde la gueule des films. Tu vois. Oui. Mais avant de commencer à filmer, tu t'arrêtes 5 minutes pour te dire, ok, donc là, c'est quoi les enjeux quand même ? Tu te poses certaines questions. Bien sûr, mais il les avait, ces enjeux. C'est pas un film, en fait. Il les avait, mais nous, on était des étudiants en école de cinéma. Forcément, on était cadrés pour faire l'exécution classique de tout court-métrage. Écriture, note d'intention, tout ça. Ces gens-là s'en battaient les couilles. Quand on dit punk, c'est au sens propre du terme. C'est juste, ils y allaient, ils avaient de l'argent pour les effets spéciaux et ils balançaient tout sur la caméra, comme ça, quoi. Non, parce que pour moi, le film est tellement premier degré et respire justement ce côté genre branlette intellectuelle de merde
que c'est sûr que la note d'intention ils l'ont dans la tête, tu vois. C'est genre le mec il roule sa clope et dit non mais je l'ai pas écrite mais je l'ai dans la tête quoi. Je garde mes arguments contre ça pour mon avis après pour le coup parce que je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais j'entends. Donc pour résumer mon avis, je trouve que le film est effroyable et pas pour les raisons auxquelles on pourrait penser. On pourrait penser que je trouve ça horrible parce qu'il y a une scène de sexe avec un cadavre et une meuf qui lèche l'œil d'un gars. Non, je trouve que le film est horrible pour toute autre raison qui font qu'un film est un film. Voilà. C'est beau. Ça va être beau quand on va commencer à faire des abominations et des guinea pigs. Ou du Nick Z. Ah ouais. Dario, en fait, on l'a embarqué dans Jumpscare pour faire un voyage initiatique. Et là, il est dans la période de résistance, mais on va le briser. Mais lui, Prémoutos, il va jamais se relever. Hier, je suis allé voir le dernier Scorsese au cinéma. Mais ça n'a rien à voir. Le grand écart, en fait, entre les deux films que j'ai regardés en un week-end, faut bien l'avoir en tête, quand même. C'est même pas un grand écart, pour le coup. C'est beaucoup plus. C'est pire. Évidemment que c'est pas la même chose que Scorsese, ça coûte $200 millions et qu'il a 50 ans de carrière et tout, mais... Non, mais aussi, t'es sur une logique. Je regarde 2 œuvres d'art. Mais t'es sur une logique de production totalement différente qu'un mec en Allemagne de l'Ouest en 1988 qui fait son premier film après ses études, quoi. C'est pas du tout la même chose. C'est ce que je dis. Voilà. C'est ce que je dis. Je dis juste que le grand écart, le cinéma, en tout cas, est quand même. Oui, il fait même pas d'études de cinéma de base, Jorg. De base, c'est un productionniste. Bah merci Dario en tout cas d'avoir subi Nécromantique. Vous allez me perdre au bout d'un moment. On va te perdre, mais profitez de moi tant que vous m'avez. Non. On va trouver des bons films. En plus, on sait que tu as choisi un film pour bientôt dans le podcast. On sait que tu nous ramènes de la qualité. Et aussi, dernier truc, je l'ai regardé avec ma copine. Donc, force à elle de supporter, de me supporter dans ces conditions-là. Mais écoute, après, avec mon ex, on est restés 7 ans ensemble. Donc, Nécromantique porte chance. Au moins pendant 7 ans. Au moins 7 ans de bonheur à toi. Plus tu mates le film, plus t'as du bonheur, tu vois. Voilà. Mais sache que tu dis, on va te perdre, etc. Mais ton avis est totalement valide et je pense représente beaucoup de gens dans ce podcast à la vue des opinions que j'ai eues pour l'avis des auditeurs. On y reviendra plus tard. J'ai juste en tête les mecs de SC et Shadows sont en train d'écouter l'épisode actuellement qui doivent se dire oh mon dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais non, t'inquiète pas. C'est pas eux qu'on fait le film, mais désolé les gars. Non. Faut séparer l'éditorial du film et tout, sachant que c'est un film qui est pas facile à aborder non plus. T'as totalement le droit de pas l'avoir bien vécu. On te perdra pas. On va te trouver un bon film, un de ces quatre. On va te filer un vieux Scream de mes couilles là et voilà, tu seras content. Tu te calmes, Romain. On se détend tout de suite. Elle est en train de s'énerver parce qu'on parle de son doudou. Elle va nous dire ce qu'elle pense de Nécromantique du coup. Mylène, Nécromantique. Alors, moi j'avais découvert le 1 et le 2 quand j'étais ado. Me demandez pas comment je suis tombée là-dessus, je sais plus. Par contre, quand j'ai relancé la version Blu-ray, c'était incroyable parce que je l'avais vu en VHS dégueulasse. Et j'avais vraiment des petits flashs qui revenaient. Je me disais, ah oui, c'était ça. Et dans mes souvenirs, c'était vraiment un film que j'avais mal vécu, un peu comme Prémoutos. Vraiment, je me rappelais d'un truc crade. Je me rappelais même plus d'histoire. Pour moi, il y avait même pas trop d'histoire en vrai. Bon, ce qui est pas forcément faux. Et pour le coup, j'ai apprécié le voir quand même en Blu-ray parce qu'effectivement, ça a amélioré mon visionnage. Et en fait, je m'attendais pas. Mais le film m'a rendu extrêmement triste. Je m'attendais à être choquée, à être en mode ouais, c'est crado et tout. Non, le film m'a déprimée. Genre vraiment. Ouais, moi aussi. En fait, c'est peut-être parce que je l'ai vu un dimanche, ça a sûrement joué, mais juste, en fait, j'étais hyper triste pour le personnage et j'y ai vu en fait un mec qui n'arrive pas à vivre avec les vivants, qui n'arrive pas à vivre avec les morts et qui, dans son dernier souffle, en fait, va essayer de combiner la vie et la mort pour justement vivre une espèce d'extase de fin. Et en fait, ça m'a rendu super triste. Et c'est pas toujours bien fait, mais je trouve que la poésie fonctionne assez bien. J'ai trouvé les scènes d'onirisme beaucoup trop longues. Je trouve que effectivement ça en fait des caisses. Il y a même des moments où je me suis dit putain ça finit quand ? Mais globalement, il y a des petits moments où la musique, avant qu'elle te rende complètement folle, fonctionne bien. Et justement, il y a des petites fulgurances qui font que le film est pas totalement acheté. J'ai remonté ma note. Ce n'est plus un 4 sur 10, Mathieu. Je suis désolée. C'est un 5 sur 10. Je suis pas non plus totalement montée trop haut. Parce que enfin, quelqu'un de raisonnable. Ouais, mais bon. C'était dimanche, j'étais fatiguée. Attendez, je vais mettre un 1 sur 10 sur Sens Critique. Je reviens. Je vais pirater ton compte.
Mais par contre, c'est une très mauvaise idée de voir ça un dimanche. Voilà, ça va vous. Le blues du dimanche va être horrible avec ce film. Oh, tu sais, pour l'avoir vu un lundi matin, c'est pas mieux. Ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose à ta vie, t'inquiète pas. Non, mais par contre, en revoyant ce film, j'ai vu en fait un écho à un autre film que j'aime beaucoup et que je trouve beaucoup plus quali. C'est Blue Holocaust. En fait, j'ai trouvé que dans sa formation en fait du long métrage, il y a plein de trucs qui sont repris de ce film, notamment l'importance de la musique, qui est bien mieux fait dans Blue Holocaust. En plus, c'est Goblin qui fait la musique, c'est bien mieux. Je suis désolée. Il y a aussi tout un rapport entre une scène où justement on va voir en fait un corps en putréfaction et juste après on va avoir une scène où ils vont manger de la viande et du coup on va avoir un mix entre le dégoût du fait de manger et le fait qu'on vient de voir un cadavre, et ça c'est quelque chose qui est repris en fait par rapport à Blue Holocaust. Alors c'est pas s'il a vu le film avant, mais c'est quand même, les plans se ressemblent quand même beaucoup, voilà. C'est si. Ok, peut-être qu'ils mangent plutôt un pot-au-feu dans un film et pas dans l'autre, mais ça se ressemble quand même pas mal. Et il y a aussi quelque chose que je trouve qui reprend de Blue Holocaust, c'est justement le fait qu'on soit presque sur un film muet en fait. Finalement, c'est pour ça que la musique est très présente, parce qu'on a très peu de scènes parlées. On est beaucoup dans l'observation des rapports humains, l'observation de ces scènes qui sont plus ou moins glauques. Et encore une fois, c'est mieux fait dans Blue Holocaust. Je suis désolée. Dans Blue Holocaust, on n'a pas forcément ces scènes de sexe, on n'a pas forcément besoin de voir du trash. On voit d'ailleurs rarement du sang. Qu'en fait, c'est un mec qui a sa fiancée qui va être tuée par un rite vaudou. Et c'est un peu ça par contre, c'est un peu pété. Et du coup, lui, en fait, il arrive pas à se rendre à l'évidence qu'elle est morte. Et du coup, il va décider d'utiliser son talent en taxidermie pour l'embaumer. Et en fait, il va la garder dans une chambre. Il va essayer d'avoir un rapport avec une autre femme, tout en gardant sa fiancée à côté. Et donc, il y a ce truc-là où tant qu'en fait, elle est pas morte pour lui, elle est toujours entre la vie et la mort. Et je trouve que c'est une vision bien plus... Ouais, bien mieux, en fait, que celle de Nécromantique, qui finalement, il y a un petit peu un côté... enfant pourri qui veut faire du crado et qui des fois sait plus trop où il va. Et moi ça m'a un peu perdu, même si je trouve encore une fois que le côté très triste fonctionne très bien, et c'est quelque chose qu'on va beaucoup perdre dans le 2. Et moi c'est ce qui m'a un peu frustrée. En fait je trouve que le 2 il y a clairement peut-être une demi-heure de trop. En fait là où le 1 a quelques longueurs, mais ça passe parce qu'en fait le film est assez court et franchement c'est le bon temps. Le 2 il est beaucoup trop long, et en fait il y a des moments où je me demande si je suis devant un faux docu, si je suis devant une romance, si je suis devant un film gore, je sais plus trop ce que je regarde. Et finalement, j'ai l'impression qu'on fait une suite pour faire une suite. Et notamment, quand je vois la scène de fin en mode cliffhanger trop drôle, je suis là, quoi ? Vous êtes sérieux, les gars ? Et voilà, je me suis dit, c'est quoi le prochain ? C'est Son of the... Voilà. Et du coup, d'ailleurs, il y a une BD, mais je suis bête, il y a une BD qui fait la suite de ce film-là. Il y a un comics. Oui, qui s'appelle Son of Necromantics, je crois, qui est sorti en 2017, il me semble. Putain. Ouais, il y a une suite en BD. Voilà, vous pouvez la trouver à la Fnac, demander à Dario. Que j'ai bien aimé. Je suis pas sûr. Je vais me renseigner, mais je suis pas sûr. Je sais pas si elle est encore éditée. Moi, je l'avais acheté d'occasion pour le coup. Et du coup, en VF, c'est sorti en VF ? Je l'ai en allemand. En VF, ouais, je suis pas sûr. Ouais, ça m'étonnerait quand même. Ça a l'air assez introuvable comme truc. Par contre, Blue Holocaust que tu viens de citer, Joe D'Amato, arrive en Blu-ray au mois de janvier. Dans quelques mois. Mois de janvier. Ouais, chez ESC, toujours eux. Le hasard fait bien les choses. Le hasard, vraiment, c'est fou. Voilà. Maintenant, j'espère que la Ça a l'air BO va vachement sortir mieux, en vinyle. Non, mais franchement, c'est un film qui est très très chouette. Et il y a vraiment pas, par contre, cette ambiance poisse. Mais en fait, c'est pas nécessaire. Parce que du coup, il y a le fantôme, ce cadavre de fiancé qui est pas du tout gore en plus, qui est très beau. Et en fait, vraiment, j'ai l'impression que juste le réal de Nécromantique, il s'est dit, ok, je vais faire pareil, sauf que moi, je vais mettre plus de gluants, je vais mettre plus de gore, et je vais un peu choquer. Et du coup, ça marche pas toujours. Bon, par contre, j'avoue, merci, vous m'avez prévenu. J'ai zappé la scène du lapin, j'ai zappé la scène du chat. Voilà, je me suis, Après, le chat, il meurt pas pour de vrai. Non. Ouais, mais Non, j'aime pas les chats. C'est pas pareil, c'est pas comparable. Ouais, mais j'aime pas. Et c'est hors champ, Ouais, le chat, bon. c'est hors champ. Heureusement, mais après, il le met quand même au-dessus de sa baignoire. Du coup, j'ai quand même zappé. Je me suis dit, bon, j'ai pas besoin de voir ça. C'est un dimanche. J'ai envie d'être peinard avec mon lait de poule. Donc, Et ton chat. Et mon chat. Mais non, voilà, c'était chouette quand même de le voir en Blu-ray. C'est cool d'avoir enfin accès à ce film-là dans une qualité appréciable. Mais effectivement, si je devais conseiller un film sur le même thème, je conseillerais Blue Holocaust ou encore Kist, qui est bien mieux et qui, du coup, est bien plus réussi sur la solitude que peuvent ressentir les personnages, en fait. Même si, encore une fois, le 1, je le trouve très très triste. Pour moi, c'est un drame et c'est pas du tout une comédie. C'est vraiment le film de la dépression du dimanche. Tu disais qu'en plus,
qu'il avait sans doute vu le film pour le singer un peu à sa manière. C'est un truc que les Allemands font à fond dans les années 70-80. Beaucoup de cinéma bis allemand ressemble à du bis italien. Ils avaient vraiment l'œil dessus et ils faisaient ce qu'ils faisaient pour tenter de se faire passer pour des films italiens. Je pense à un film exemple, pour quand même justifier mes propos, de Ralph Olsen, Vendredi sanguinaire, qui est un film allemand qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un film italien sur un braquage qui tourne mal. Allez-y, c'est génial. C'est un chef-d'œuvre absolu. Ouais, c'est toi qui me l'as fait découvrir il y a quelques semaines et je faisais des saltos arrière devant le film. C'est une folie. Complètement fou. Je l'ai découvert grâce au bistrot, grâce à François Cognard qui m'a dit regarde ça, tu vois, c'est cool. Et en effet, alors par contre, tu sais pas que c'est allemand, tu crois que c'est du cinéma italien. Donc en fait, ils aiment bien faire ça. Ils aiment bien s'inspirer de tout ce qu'il y a à côté et faire leur truc un peu punk de leur côté. Merci pour vos avis. Je vais finir. Je vais essayer de rajouter un peu de positivité. Moi, je suis team Lily à balle, vraiment. Déjà, j'étais pas forcément heureux à l'idée de revoir ce film. Je l'ai vu il y a longtemps en VHS. Je suis heureux de voir le Blu-ray parce qu'on peut enfin voir le film. La copie VHS, elle est sur le Blu-ray. Il y a un très bonne idée de bonus que font les éditeurs récemment, c'est de foutre les versions VHS ou non restaurées des films sur les Blu-ray pour vraiment faire une comparaison de la restauration. Il y a même une copie Grindhouse pour le premier film aussi. Exactement, copie pellicule non restaurée, dégueulasse. Ouais. C'est parfait. Et ouais, vraiment. Mais par contre, tu te rends compte à quel point les films, ils étaient illisibles à l'époque. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai vu Nécromantique en VHS, c'était imbitable. Alors l'image est encore plus nauséeuse que maintenant, du coup, parce que le filtre VHS, c'est flou, t'as pas vraiment de noir profond, c'est bleu, c'est dégueulasse, quoi. Ça a un charme, hein, j'adore ça. Mais, putain, pour un film tourné en Super 8, c'est dur. Le revoir maintenant en restauré, c'est trop cool, puisqu'on peut enfin comprendre ce qui se passe. Et très belle colorimétrie, pour une restauration de Super 8, sans doute abîmée, c'était le feu. Bravo les mecs. J'ai toujours été plus dans la team Olaf Ittenbach que Jorg. Jorg, merci. Puisqu'en effet, il a un côté émo très prononcé qui me saoule, alors que Olaf, lui, avec ses Burning Moon et tout, c'est vraiment genre, tu veux du sang, tu veux du trash, tiens dans ta gueule. Et voilà, ça me touche un peu plus. J'ai revu à la hausse le film à mon revisionnage. Premier point positif, le film dure 70 minutes. C'est rien. Moi, je me suis pas du tout fait chier. Au final, je me suis posé, je l'ai vu, j'étais ok, c'est passé comme une lettre à la poste. Surtout que pour un film qui est totalement dark, moi, le côté comédie sombre a fonctionné. Pas tout le temps. C'est une comédie ratée, mais qui caresse la réussite. Je pense à une séquence, c'est la grosse séquence du film où le mec s'éviscère et gicle du sang et du sperme partout. C'est de l'humour grand guignolesque. Grand guignolesque. Merci, grand guignolesque. Quand le film va là-dedans, avec cette séquence, quand il va là-dedans avec cette séquence de cul qui est un peu random, où d'un coup t'as un œil qui tombe et tout, c'est fabuleux. Faut voir le film pour ces moments-là, je pense. Il y a que moi qui ai trouvé ça pas drôle, quoi, et qui est fini en dépression. Non, moi je trouve pas ça drôle non plus. Moi je trouve ça drôle. Moi je trouve ça mi-drôle, mi-triste, parce que du coup, pour le coup, pulsion de vie et de mort, machin, voilà. Moi je trouve ça rigolo aussi, hein, d'autant plus que cette scène en fait a inspiré un des fleurons de la catégorie 3, je suis désolé, hein, j'y reviens encore, qui s'appelle Chinese Torture Chamber Story, dont le final en fait c'est un accouplement entre un gars qui sait pertinemment que s'il éjacule il meurt, et du coup il couche avec sa copine, je crois, de mémoire, et l'éjaculation en fait c'est pas 2-3 petites gouttes de sang comme dans Nécromantique, c'est littéralement un geyser, et il repeint la pièce, et la musique de fond qu'on entend c'est Unchained Melody, c'est la musique de Ghost, mais jouée façon à la chinoise. Excellent. En fait. Je pense qu'ils ont absolument pas les droits. Consterné. C'est un grand moment, c'est un des meilleurs moments de l'histoire du cinéma. Voilà, je suis persuadé que le mec a forcément vu Nécromantique pour accoucher d'un truc pareil. Bien sûr, mais ce final est fou. Enfin, vraiment, le mec allongé qui a les tripes à l'air avec cette vieille bite en plastoc qui non, mais c'est le côtés. Pire, ça. Franchement, quoi. C'est ça que je veux, moi. C'est ça que je voulais et j'ai adoré, en fait. Voilà. Bon, c'est crade, en effet. C'est dommage que le film, du coup, soit un premier film et qu'il ait les défauts d'un premier film. C'est-à-dire qu'à part ces moments-là, en effet, je peux comprendre à 1000% qu'on n'accroche pas. Il y a plein de choix étranges. Cette séquence où il y a un mec qui bute accidentellement un gars qui cueille des pommes, elle sort de nulle part. Alors moi, il m'a fallu 3 visionnages pour comprendre que le grand dadé là, qui oui, voilà, c'est ça. C'est le cadavre, ouais. Mais vraiment, c'est mon dernier visionnage où je me suis dit, putain, c'est le cadavre en fait, c'est lui qui repêche, c'est le cadavre, c'est ce gars-là quoi. Okay. Moi je me disais juste qu'il sentait la fête de la saucisse. Il manque juste un plan du gars là qui picole de la bière là, qui juste balance le cadavre de la brouette jusque dans cette espèce de flaque ou d'étang de on sait pas trop quoi là. Ça manque d'un petit plan. Ça. Oui, il manque un plan, il manque juste un plan. J'avais pas compris. Mais il y a les fringues. Non, moi je crois. Ouais, alors les fringues sont pas tout à fait identiques. Le haut en fait il est exactement de la même couleur, par contre
le jean, en fait, il est très clair au moment où le mec cueille des pommes et il est foncé quand son cadavre est repêché. Après, tu vas me dire, dans l'eau, voilà, ça change de couleur, mais ce truc-là, en fait, m'a perdu. Et il y a que, encore une fois, au troisième visionnage que j'ai compris que c'était le même gars, quoi. C'est ça. Alors, c'est pas ce genre de film où je cherche la cohérence, hein. C'est juste que ça m'a perdu 2 secondes, mais voilà. Ouais. Je reste hyper impressionné par le move en fait de York d'avoir fait ce film, parce que au fond c'est des amateurs qui partent dans la forêt avec leur bite, leur couteau et 5 francs et une caméra Super 8 et font leur film. C'est un genre de cinéma que moi j'adore, qui me touche beaucoup parce qu'il n'y a pas en fait plus pur comme expérience de réalisation de cinéma que de faire ça en fait. Tu veux dire un truc, Mathieu? Ouais, non, juste j'allais dans ton sens en fait, c'est que on peut lui reprocher beaucoup de choses en termes de rythme, en termes de réalisation, au niveau de la musique, de l'acting, des intentions qui sont pas claires ou quoi, mais par contre c'est un vrai film culte et en fait, c'est ça. À un moment où en fait le mot il est totalement galvaudé parce qu'on a tendance à l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Nécromantique, qu'on le veuille ou non, c'est un vrai film culte de A à Z. Exactement, il a marqué son époque, il est toujours là aujourd'hui, enfin c'est évident, c'est non discutable, même si évidemment je comprends totalement qu'on puisse passer à côté et c'est comme ça, pas de souci. Faire ce genre de film, moi j'aime bien dans le sens où tu te retrouves avec des œuvres qui envoient chier tous les codes que tu connais du cinéma. Tu n'es pas face à un film classique, tu es dans une production qui n'a aucun sens, littéralement. C'est pas comme ça qu'on construit un film, hein. Là, c'est des mecs qui partent avec des potes et qui improvisent un film. Ça donne des productions auxquelles tu t'attends vraiment pas et qui peuvent partir dans tous les sens. Littéralement, d'ailleurs, dans le final du film, c'est ce qu'on voit, hein, ça part. Et quand je parlais de porte d'entrée tout à l'heure à toi, Mathieu, je pense que Nécromantique est un bon premier film pour se confronter au genre du cinéma gore underground, parce que, comme vous l'avez dit, en fait, il est trash sans être le pire film du monde. Du coup, pour rentrer dans ce genre, si vous voulez, parce que bon, voilà quoi, bah c'est pas non plus si mal que ça, je trouve. Ça lui donne un gros côté starter pack. Le rythme, il a aucun sens, les acteurs, ils jouent complètement à côté. C'est du remplissage, le gore est assez fou quand même, faut le rappeler. On te met une séquence quand même de violence animale, qui est peut-être le plus gros move politique du film, selon moi. 10 ans après Cannibal Holocaust, quasiment aussi, je comprends pas trop le... on est en Allemagne post-nazi et... Tu n'es pas en Italie. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est pays différents, ça n'a rien à voir. Les Italiens, eux, ils sont battus les avec une commission de censure à l'Est. Oui, d'accord. Ouais, non, c'est politiquement, c'est compliqué, et c'est pour ça d'ailleurs que le film a été un peu pourchassé, pour ça qu'il planquait ces putains de pellicules partout, pour ça d'ailleurs qu'aussi que le 2 a eu des soucis, les VHS 2 ont été... Il a failli être arrêté pour le Ouais, non, c'est ça, en fait, en voyant le film, outre la crise existentielle que je me tapais en me disant pourquoi j'ai fait ce podcast, en train de mater des meufs lécher un œil de porc, je me suis dit, ça aurait été fascinant d'avoir un film ou un bouquin sur l'aventure qu'ils ont vécue en faisant ce film. Ça devait être totalement fou. Et j'aimerais voir ça, en fait, parce que c'est quand même taré, quoi. Enfin, j'imagine le making-of du mec qui dit « Alors, Béatrice, tu vas foutre une tige en métal dans la queue du mec et tu vas devoir faire genre que tu kennes avec. » Je veux voir ça, principalement, vraiment. À côté, en effet, outre le côté foufou du film, la musique, vraiment, fallait pas. On s'en serait bien passé. Il aurait pu être silencieux, il aurait été plus fort en silence, en fait. C'est ça, totalement. Mais c'est qu'il n'y a pas de prise de son, je pense, en vrai, à cause de la Super 8. Oui, les films Super 8, c'est ça, c'est pour de la full post-prod ensuite. Mais voilà, j'ai un souci avec le son, mais par contre l'image m'a toujours autant fasciné parce qu'il y a des moments on dirait un rêve, on dirait un cauchemar en fait. Les plans en extérieur, quand ils sont dans la nature, le vert il pète, c'est du vert clair, très très clair, parce que la pellicule joue avec les couleurs et l'étalonnage de la restauration joue aussi avec ça. T'es dans une sorte de rêve éveillé, tu te dis putain mais qu'est-ce que je regarde quoi. Et quand t'es dans la scène de nécrophilie, là aussi t'as des images sur les images, t'as plein de jeux avec le cadre et tout. C'est lunaire au sens propre du terme. Et tu vois ça rarement, et du coup j'étais quand même content de le revoir et de le rehausser un petit peu parce que à l'époque tu pouvais pas vraiment savourer toute l'intention de réalisation qui est là malgré ce qu'on dit du côté émo du mec. Mais non vraiment franchement il mérite son statut. Je comprends totalement qu'à l'époque c'était un bruit de couloir assez fou le film parce que il y a des séquences qui sont vraiment chocs quoi. Je comprends que notre public de 2023 soit moins impressionné mais le cadavre je le trouve magnifique. Il est super bien fait. Les plans incessants du mec qui bouffe il lèche les côtes du cadavre et tout, je me dis mais waouh, moi ça m'a saisi et en fait ah là là je vous promets et en fait j'avais envie de dire niquez vos morts mais genre littéralement tu vois c'est dégueulasse ce film, c'est abject et moi ça m'a eu. Mais c'est vraiment les fluides qui sont dégueux. C'est ça en fait, ouais. C'est ça, c'est baveux, c'est répugnant et je pense que comme vous l'avez entendu dans cet épisode, il y a eu 6 avis très différents. Faudrait se confronter à ça, je pense. C'est un film qui mérite
mérite au moins, un peu à la Cannibal Holocaust, qu'on le tente. Il y a une séquence avec un lapin que vous pouvez skipper, je pense, parce qu'on va pas non plus cautionner la violence animale, même si elle est politique. Mais ouais, quel film, quel move, vraiment. Il fait donc partie de mes ennemis. je sais, mais depuis le début de ce podcast, mais ça mène à une baston, mec, de toute façon. Comment t'appelles Dario ? C'est pour mon Death Note. Non, mais je sais pas, enfin... C'est l'essence pure du cinéma indépendant, quoi. Il n'y a pas plus pur comme expérience de cinéma indépendant pour moi qu'un film comme Nécromantique, et je le conseille à tout le monde, malgré son thème dégueulasse. Voilà. Moi, je le conseille pas aux enfants quand même. Non, oui, en effet. D'ailleurs, il y a un disclaimer au début. Ah oui, pardon. Un disclaimer en mode... ce film n'est pas à montrer à des enfants, je sais pas quoi là. Normal aussi, moins de 16 ans. Parce que je pense qu'à l'époque des vidéoclubs, beaucoup d'enfants, dont moi, sont tombés dessus dans leur vidéoclub. Mon vidéoclub mettait les VHS gore tout en bas de la rangée horreur. Donc quand t'étais à 1m50 de hauteur, tu avais du Halloween, du Retour des morts vivants. Ils te laissaient pas les louer. Alors moi, ils m'ont laissé les louer parce que j'étais avec mon daron. C'est comme ça que j'ai vu beaucoup de films d'horreur très tôt, dont Le Blob qui m'avait traumatisé. Et en fait, beaucoup de ces films que j'ai pas pu voir, dont Nécromantique, dont des films comme Abomination, des trucs comme ça, étaient tout en bas et donc à vue d'enfant. Eh ben, c'était un très bon gérant de vidéoclub. Bravo monsieur, j'aurais fait exactement la même chose. Enfin, j'ai fait exactement la même chose. Non mais non, ne montrez pas Nécromantique à vos enfants. Non, faites pas ça. Non, ouais, soyons honnêtes, mais ouais. ne faites pas comme les gérants de vidéoclub, soyez zen. En tout cas, on le répète, le film il sort le 17 novembre sur Shadows et il est aussi dispo en coffret collector chez ESC. Il y a aussi une édition hyper collector avec la musique du film en vinyle. Vous voulez vous faire plaisir. Il y a une track. Il y a une track sur le vinyle. Je sors l'argent. Envoyez ce livre à Amélie, elle le veut. On sait, ils sont pas tous là ce soir, mais on sait qu'il y a beaucoup de fans du film. Ils sont d'ailleurs dans l'avis des auditeurs, auxquels on va passer tout de suite. Evil Queen Aurore nous a écrit « Adepte de poésie macabre, je ne peux qu'aimer. Le sexe, entre parenthèses la vie, et la mort sont indissociables. Le film est dominé par ces deux thèmes principaux qui se trouvent à la fois dans les images saisissantes et dans le fondement conceptuel de base. L'amour romantique, /érotique et la mort se confondent. » Alors, désolé Dario. Sachez que Zoé Viltwin, c'est la personne avec qui je fais des listes de films où on voit des bites tueuses. Donc cet avis me semble logique. Oh non, mais c'est vraiment de l'acheter sous le camion. Genre, tu la dénonces. Il y a une cohérence. Mais, oui, j'avoue. D'ailleurs, oui, effectivement, Eros Thanatos, machin. Mais vous savez, il y a dans les églises, parfois, il y a ce qu'on appelle des gisants, c'est-à-dire des cures des défunts. Ça se fait beaucoup pour les rois. Quand ils sont comme un peu endormis, on appelle ça des gisants, mais quand ils ressemblent vraiment à des squelettes desséchés, on appelle ça des transis. Et je trouve que c'est marrant qu'on dise un amoureux transi, genre littéralement transpercé d'amour, et que ça ait le même nom pour désigner une sculpture de squelette tout pourri. D'ailleurs, si on fait une sculpture de toi comme ça sur ta tombe, bon, moi je trouve que c'est pas ouf, mais c'est que t'étais pas très beau. Ouais, c'est que t'étais moche. Mais du coup, quand je me suis dit un transi et que j'ai fait le lien, je me suis dit un amoureux transi, en fait, c'est exactement ça, c'est la poésie de l'amour et la mort dans une expression, et je trouve ça un petit peu chouette. Voilà, c'était ma licence poétique qui ressort. Quel épisode poétique ce soir, c'est beau. Bamf a envoyé: assez déçu lors de son visionnage, je me suis assez ennuyé devant. Le côté expérimental dans l'extrême montré à l'écran, à remettre dans son contexte d'époque bien sûr, n'a pas suffi à m'accrocher par rapport à son résultat ultra fauché et ses longues scènes silencieuses qui semblent parfois improvisées. Je trouve que sa suite est déjà plus aboutie dans ce qu'il propose. Et dans le côté érotisation du corps en décomposition, je préfère largement Thanatomorphose. Montrer l'immontrable ne suffit pas pour être intéressant. Bah moi le 2, je le trouve trop propre. Le 2 a plus de moyens aussi. Ouais, mais je trouve qu'il survole plein de choses. Il tente des trucs et il en fait rien. Par exemple, elle a une espèce de club des nécrophiles anonymes, et c'est là au milieu du film, on sait pas trop pourquoi. Voilà. Ouais. Il devient un peu une parodie de lui-même dans le 2 en fait. Ouais. Sachant qu'en effet, à partir du moment où tu perds cette qualité d'image pourrie et ce côté vachement do it yourself, tu perds l'intérêt du film. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai du mal avec le 2 perso. Grave My Skin, qui a lancé un avis qui va faire plaisir à Dario. Lourdingue et chiant comme la mort. Voilà. En fait, c'est un faux compte de Dario. c'est que lui qui a écrit. Non, c'est pas Dario m'a envoyé ce matin en avis, promis, je le regarde aujourd'hui.
Donc voilà. Donc, non, chose que je regrette aujourd'hui. Rouge Profond a aussi écrit un avis dithyrambique. J'en ai vu 5 minutes, je pense, et puis j'ai arrêté. C'est d'une honnêteté folle. Un avis positif quand même, Androstaube, un classique cadavéreux du cinéma caverneux, entre romance et pestilence, là où la névrose copule avec la nécrose. Ce conte libertin célèbre ses noces funèbres sous la vile mélancolie de la poésie baudelairienne. De son côté, Alix nous a écrit le film qui fit entrer Budgereit dans la légende. Déjà ce style très particulier, à cheval entre le cinéma expérimental et l'horreur. Cette tentative de faire le lien entre cinéma extrême et poésie macabre. On sent la rage de la jeunesse, l'envie d'en découdre avec la bienséance et la morale. Le meilleur reste à venir, notamment avec Der Todesking et Schramm, qui eux sont des chefs-d'œuvre à mon avis. Et bien sûr, l'habituelle apparition de Very Nasty Stories dans mes DM, qui m'a juste dit un amour de film. On finira avec d'Elevated Horror qui ont envoyé leur avis pendant l'enregistrement de cet épisode, vraiment à 20 minutes près. Pour ça que je regardais pas trop l'écran, des fois je voyais leur avis à droite à gauche. Qui nous ont envoyé un film expérimental visuellement abouti. Les effets gore fonctionnent très bien et la représentation de l'Allemagne a franchement pas beaucoup vieilli, mais le film est très inégal. La mise en scène est parfois très juste, parfois grotesque et évidente. La musique est à chier et on trouve que l'aspect sexuel du film finalement assez accessoire à son propos est plus racoleur qu'autre chose. Mais en vrai, c'est toujours mieux que le remake des Massacres à la tronçonneuse de 2003. Des bisous. N'importe quoi. Des bisous à l'équipe. Bon enregistrement. J'ai jamais entendu un avis aussi catastrophique. Faut savoir que cet épisode... Va regarder le book club là. Non, ouais. L'épisode Texas Chainsaw 2003 est devenu l'épisode le plus écouté du podcast. On en parle beaucoup. Je l'ai surpris des discussions sur Discord, sur le Discord d'écran large, de gens qui disaient putain ils vont briser le cœur. Voilà. Désolé. Non, ouais, on voit vos avis, on s'excuse. Non, c'est ils ont des goûts désastreux. On s'excuse absolument pas, c'était pourri. Non, horrible. Et on le redira à chaque fois qu'il faudra. Moi, je m'excuse pas de leur avis catastrophique. Moi, j'ai bien aimé. Toi, t'as bien aimé Dario, toi, t'es un ange. T'inquiète pas. Moi, je m'excuse pas de leur avis dégueulasse. Non, mais Dario a mauvais goût. Mais oui, on sait que certains, en tout cas, on sait que certains se sont sentis un peu molestés pendant cet épisode, mais pas de soucis, vous en faites pas, on s'excuse, mais on est gentil au fond. Voilà, un choc pour beaucoup, on s'en Attendez qu'on fasse un épisode sur Mandy, là. Vous verrez ce que c'est cache, ok? Mandy, tu seras seul face au film, je suis désolé. Ouais, c'est ton épisode. 3 heures de monologue d'un film. Le tunnel. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve vendredi prochain avec de l'actualité, cette fois-ci, un film qui sort au cinéma bientôt. Et on aura un gros guest pour en parler avec nous. Donc voilà, gardez l'oreille ouverte. On se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Jumpscarecast sur Twitter et Instagram. 5 étoiles Apple Podcast. Vous connaissez la musique. À vendredi prochain. N'oubliez pas le code Jumpscare sur Shadows. Bisous. Salut. Bisous. Salut. Ciao. Mon côté MXM, ça. C'est influenceur.